Un juge respecté avait prononcé une peine de 60 ans de prison contre un jeune homme noir qu'il croyait coupable, mais lorsqu'une preuve oubliée était réapparue, elle avait révélé un réseau de corruption si profond qu'il avait ébranlé le système judiciaire jusqu'à ses fondements. La salle d'audience avait été pleine ce jour-là, à Fresno, en Californie. L'air y était lourd, non seulement à cause de la chaleur estivale, mais aussi à cause du poids de la décision sur le point d'être rendue. Tous les yeux s'étaient fixés sur le juge Malcolm Brewer, un homme dont la réputation le précédait. Il n'était pas connu pour sa compassion ou ses secondes chances. Ses jugements étaient rapides et fermes, et, de l'avis général, inébranlables. À 62 ans, avec 35 ans passés sur le banc, son visage était aussi ciselé que ses décisions, témoignage des innombrables vies qu'il avait changées d'un coup de marteau. Le défendeur, Ryan Hay, 24 ans, s'était tenu à la table de la défense. Ses mains avaient tremblé légèrement, mais son regard était resté fixe. Il portait le genre d'expression qui venait d'une vie à essayer de faire ses preuves. Ryan avait toujours maintenu son innocence, même lors de son arrestation pour le vol à main armée d'une bijouterie qui avait laissé un homme grièvement blessé. Mais ce jour-là, sa voix n'avait pas été entendue. Monsieur Hay, avait commencé le juge Brewer, sa voix de baryton profonde, remplissant la salle. Vous avez été condamné par un jury de vos pairs pour des crimes qui ont causé un préjudice irréparable à cette communauté. Vos actions étaient non seulement imprudentes, mais calculées, et vous n'avez montré aucun remords. La mère de Ryan, assise au fond de la salle, avait étouffé un sanglot. Elle avait supplié le tribunal de voir en lui, plus qu'un numéro de dossier, de considérer le garçon qu'elle avait élevé, celui qui avait autrefois rêvé de devenir pompier. Mais les preuves avaient parlé plus fort. Les témoignages oculaires, les images de surveillance et un tuyau anonyme avaient scellé son sort. Je vous condamne par la présente à 60 ans de prison d'État, avait déclaré le juge Brewer, son marteau frappant le bloc de chêne. Le son avait résonné, définitif et absolu. Ryan était resté immobile, ses lèvres pressées en une fine ligne, comme s'il retenait des mots dont il savait qu'ils ne changeraient rien. La salle avait éclaté de halètements, de chuchotements et de brouhaha de journalistes prenant des notes. Mais pour Ryan, le monde était devenu silencieux. Il s'était tourné pour regarder sa mère une dernière fois avant d'être emmené, ses pas enchaînés s'évanouissant dans le couloir. Le juge Brewer était retourné dans ses appartements et avait fermé la porte sur le bruit. Il s'était versé une tasse de café noir, observant le liquide tourbillonner comme s'il y cherchait une réponse. La journée avait été longue, mais la justice, telle qu'il la voyait, avait été rendue. Ou du moins, il le pensait. Il ne connaissait pas encore la vérité. Elle venait d'être enterrée, mais elle remonterait bientôt à la surface, griffant son chemin, et refusant de rester cachée. Le procès avait été un événement mémorable, les médias locaux l'ayant surnommé « l'affaire du vol à main armée ». Il avait fait la une des journaux pendant des semaines. Le crime lui-même avait été spectaculaire. Un homme armé et masqué avait pris d'assaut la bijouterie Carter's, au centre-ville de Fresno, un jeudi après-midi chargé, brandissant une arme et s'enfuyant avec plus de 150 000 $ de biens volés. Le chaos avait laissé un employé du magasin, Samuel Gane, se battre pour sa vie après avoir été touché par des tirs croisés. Ryan Hay, un mécanicien à temps partiel sans casier judiciaire antérieur, avait été arrêté 2 semaines après le vol. Un appel anonyme avait alerté les autorités, affirmant que Ryan correspondait à la description du suspect, vu en train de fuir les lieux. L'accusation avait dressé un tableau accablant, le reliant aux biens volés récupérés dans un entrepôt. L'avocat de la défense de Ryan, commis d'office par le tribunal, avait eu du mal à faire face à la montagne de preuves. Il y avait les images de surveillance granuleuses montrant un homme de corpulence similaire, des témoins oculaires qui avaient juré avoir reconnu la voix de Ryan, et peut-être le plus incriminant de tout, les empreintes digitales retrouvées. Concernant l'arme laissée sur les lieux, Ryan avait maintenu son innocence. « Je n'ai pas fait ça », avait-il déclaré au jury lors de son témoignage. « Je n'étais pas près de ce magasin, je n'ai même jamais touché une arme. » Son alibi, selon lequel il avait prétendu travailler un double quart de travail au garage automobile ce jour-là, s'était effondré sous l'examen minutieux, lorsque son patron avait admis à la barre qu'il ne pouvait pas vérifier les allées et venues de Ryan pendant toute la journée. Les arguments de clôture de l'accusation avaient été aussi tranchants qu'impitoyables. C'est un homme qui pensait qu'il pouvait déjouer la loi, avait déclaré le procureur en arpentant la voix du jury. Mais les preuves ne mentent pas, les empreintes digitales ne mentent pas, les témoins ne mentent pas. En revanche, la défense de Ryan s'était sentie faible, presque vaincue. « Mesdames et messieurs du jury », avait plaidé son avocat, « il y a des lacunes dans ce cas, des doutes. N'est-ce pas suffisant pour donner à ce jeune homme le bénéfice du doute ?» Mais sa voix avait manqué de conviction, et le jury n'avait pas été influencé. La délibération avait été rapide. Moins de 3 heures plus tard, le verdict était tombé, coupable de tous les chefs d'accusation.
Ryan n'avait pas bronché pendant la lecture de la décision, mais le resserrement de sa mâchoire avait trahi la tempête qui se préparait en lui. Le juge Brewer, impartial comme toujours, s'était préparé à prononcer une sentence qu'il estimait justifiée. Il avait vu des criminels endurcis dans sa salle d'audience, des hommes qui maîtrisaient l'art de la manipulation. Pour lui, Ryan n'était pas différent. Son regard avait balayé la salle d'audience avant de se poser sur Ryan, comme s'il cherchait un signe de remords ou de rédemption. Lorsque la sentence avait été prononcée, c'était comme si la salle elle-même avait expiré. Pour les victimes et leurs familles, il y avait eu un soulagement. Pour Ryan et sa mère, c'était la dévastation. Le système avait parlé, et il s'était montré impitoyable. Mais lorsque le juge Brewer avait signé les documents de condamnation plus tard dans la soirée, une faible lueur de quelque chose l'avait perturbé, un sentiment lancinant qu'il ne pouvait pas tout à fait cerner. Il l'avait rejeté, l'attribuant à la fatigue. Ce que le juge Brewer ne savait pas, c'était que le procès n'était que le début. La véritable histoire l'attendait, cachée à la vue de tous, et elle était sur le point de tout changer. Tout avait commencé un mercredi soir banal. Le juge Brewer était assis dans son bureau, la douce lueur d'une lampe de bureau illuminant les piles encombrées de dossiers juridiques et de documents de cas. La retraite lui occupait l'esprit ces derniers temps, mais ce soir-là, il y avait du travail à faire. Une nouvelle affaire impliquant une mauvaise conduite de la police était arrivée sur son bureau, et les allégations semblaient suffisamment graves pour mériter une attention particulière. Alors qu'il feuilletait les documents, quelque chose avait attiré son attention, un journal de preuves d'une enquête antérieure. Au début, ce n'était qu'un coup d'œil, un détail sans importance dans la mer de paperasse. Mais ensuite, un nom lui avait sauté aux yeux, Ryan Hay. Brewer s'était rassis sur sa chaise en fronçant les sourcils. Ce n'était pas surprenant que des noms réapparaissent dans des affaires sans rapport, mais cette fois, c'était différent. Il avait tourné la page, sentant son pouce accélérer. Le journal détaillait l'inventaire d'un casier à preuves de la police, répertoriant les objets confisqués lors d'une enquête distincte sur un vol qui avait eu lieu à peu près au même moment que l'affaire du bijoutier Carté. Une arme à feu s'était démarquée. Sa description correspondait exactement à celle de l'arme utilisée dans le vol pour lequel Ryan avait été condamné. Le problème, c'était que cette arme n'avait pas été présentée comme preuve lors du procès de Ryan. En réalité, elle n'avait même pas été mentionnée. Brewer s'était penché en avant, le poids de cette découverte pesant sur lui. Il avait fait référence au numéro de série avec les documents du procès, encore frais dans sa mémoire. C'était une correspondance exacte, même marque, même rayure sur le canon. Mais selon le rapport, cette arme avait été saisie lors d'une arrestation sans rapport 2 jours après le vol. Comment c'est possible ? Avait-il marmonné à voix basse ? Son cœur battait fort tandis qu'il rassemblait les implications. Si cette arme avait été en garde à vue, elle n'aurait pas pu être utilisée lors du vol du bijoutier Carté. Et si ce n'était pas l'arme, alors à qui appartenaient les empreintes digitales ? Incertain, mais incapable de se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas, Brewer avait ressenti une profonde inquiétude. Il avait passé des décennies à naviguer dans le labyrinthe du système juridique, et il savait à quel point des détails critiques pouvaient facilement être enterrés. Mais cette fois, ce n'était pas une erreur, cela semblait intentionnel. Déterminé à obtenir des réponses, il avait demandé le dossier complet sur le vol sans rapport. Le lendemain matin, un épais dossier rempli de rapports de police, de photographies et de déclarations de témoins lui avait été remis. Plus Brewer creusait, plus les fils commencèrent à se dénouer. L'officier qui avait procédé à l'arrestation dans l'affaire sans rapport était le même détective qui avait témoigné pendant le procès de Ryan. Et puis, il y avait l'information anonyme. Brewer n'y avait à peine pensé une seconde fois pendant le procès, mais désormais, cela semblait manifestement suspect. Il avait demandé une assignation à comparaître pour les dossiers de la ligne d'assistance, et son malaise grandissait à chaque heure qui passait. Lorsque les documents étaient finalement arrivés, le sang de Brewer s'était glacé. L'appel ne provenait pas d'un simple citoyen, mais d'un téléphone jetable enregistré sous le nom du même détective. Les murs de son bureau lui avaient semblé se refermer alors qu'il réalisait que Ryan Hay avait été piégé. Les preuves avaient été manipulées, et le témoignage orchestré. L'estomac de Brewer s'était retourné à la pensée de la peine de 60 ans qu'il avait prononcée, une peine qui avait brisé la vie d'un jeune homme qui aurait pu être innocent depuis le début. Brewer, qui s'était toujours enorgueilli de respecter la loi, avait soudain ressenti que celle-ci n'était plus qu'un sol instable sous ses pieds. Il savait ce qu'il devait faire, mais le chemin qui l'attendait était semé d'embûches. Tandis que le poids de sa découverte s'installait, Brewer avait pris une décision. Il creuserait plus profondément, peu importe le prix. La vérité l'exigeait, et il n'était pas prêt à la laisser échapper. Depuis qu'il avait découvert les divergences dans l'affaire de Ryan Hay, Brewer dormait peu. Ses matinées commençaient avec des piles de documents juridiques,
et ses nuits se terminaient avec un carnet rempli de notes griffonnées à la hâte. Mais plus il enquêtait, plus le tableau devenait sombre. La première fissure dans le mur était apparue lorsqu'il avait rencontré un ancien collègue, Daniel, un enquêteur à la retraite, dans un restaurant faiblement éclairé près de l'autoroute 99. Brewer lui avait exposé ses conclusions. Daniel, un homme au comportement sans fioriture et doué pour détecter la corruption, avait écouté attentivement. « Ce n'est pas seulement de la négligence, Malcolm », avait déclaré Daniel en repoussant sa tasse de café. « Si ce que tu dis est vrai, quelqu'un a fait de grands efforts pour s'assurer que ce gamin prenne la chute. » Brewer avait hoché la tête, l'air sombre. « J'ai besoin de preuves d'Anne, des preuves solides. » Daniel avait accepté d'aider, et en quelques jours, les deux hommes s'étaient plongés dans les dossiers de la police. Ils avaient examiné des témoignages et des notes internes. Ce qu'ils avaient découvert était stupéfiant. Des rapports falsifiés, des journaux de preuves manquants et des déclarations de témoins modifiées pour correspondre au récit de l'accusation. Un témoin en particulier avait retenu l'attention de Brewer, un employé de magasin qui avait initialement identifié un autre homme comme suspect avant de changer sa déclaration pour impliquer Ryan. Daniel avait retrouvé cet homme dans un petit appartement à la périphérie de la ville. Quand il l'avait confronté, son histoire s'était effondrée. « Je ne voulais pas le faire », avait-il avoué, les mains tremblantes. Mais le détective Lewis m'a mis la pression. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, je serais arrêté pour obstruction. Je n'avais pas le choix. Le nom de Lewis avait déclenché une vague de colère chez Brewer. C'était le même officier qui avait soumis les fausses informations et dissimulé les preuves. Tandis que Brewer et Daniel poursuivaient leur enquête, ils avaient découvert un schéma inquiétant. Lewis avait un historique de tactiques douteuses, intimidation des témoins, fabrication de preuves et extraction d'aveux forcés. Pourtant, son dossier restait impeccable, protégé par des couches de paperasserie bureaucratique. La percée était survenue lorsque Daniel avait réussi à récupérer des emails supprimés du compte de police de Lewis. Un email en particulier s'était démarqué. Il était adressé au procureur de district et détaillait un plan pour garantir une condamnation dans l'affaire du bijoutier Carter. Ce message était accompagné d'une liste de preuves fabriquées et de déclarations de témoins falsifiées. Brewer avait ressenti une vague de rage en lisant l'email. Le système même auquel il avait consacré sa vie s'était révélé pourri jusqu'à la moelle. Pourtant, il n'y avait pas de place pour le désespoir. Il détenait désormais les preuves nécessaires pour agir, mais exposer la vérité n'allait pas être facile. Lewis possédait des alliés puissants au sein du département, et Brewer savait que rendre l'affaire publique risquait de tout lui coûter. Sa carrière, sa réputation, et peut-être même sa sécurité. Cependant, à chaque fois qu'il pensait à Ryan Hay, enfermé dans une cellule pour un crime qu'il n'avait pas commis, la décision devait venir évidente. « Nous définissons cela public », avait-il dit à Daniel un soir, alors qu'ils examinaient leurs conclusions. Peu importe ce que cela coûterait. Le lendemain, Brewer avait déposé une requête pour ouvrir le dossier de Ryan, en y joignant les preuves accablantes contre Lewis. Cette requête avait provoqué une onde de choc à travers le palais de justice. Mais Brewer n'en était pas resté là. Il avait également déposé une plainte formelle auprès du ministère de la Justice, demandant une enquête indépendante sur Lewis et le département de police de Fresno. Les réactions n'étaient pas faites attendre. Brewer avait commencé à recevoir des menaces anonymes lui conseillant de reculer. Ses collègues s'étaient éloignés de lui, et les médias avaient remis en question ses motivations. Pourtant, Brewer était resté ferme. La vérité avait éclaté, et il n'était plus possible de revenir en arrière. Mais alors que la tempête s'intensifiait, Brewer avait compris que le combat était loin d'être terminé. Les batailles les plus dures restaient encore à venir. Les retombées de la motion déposée par le juge Brewer avaient été immédiates et explosives. Les titres des journaux locaux avaient clamé des accusations de corruption au sein du département de police de Fresno, et l'indignation publique s'était propagée comme une traînée de poudre. Pour la première fois depuis des décennies, Brewer avait senti la chaleur d'un examen dirigé directement contre lui. Certains l'avaient qualifié de héros cherchant à rendre justice, tandis que d'autres l'avaient accusé de trahir le système qu'il avait juré de défendre. Mais ce n'était pas seulement l'opinion publique qui s'était retournée contre lui. Brewer avait commencé à recevoir des appels téléphoniques à des heures inhabituelles, des silences lourds à l'autre bout du fil avant que la ligne ne soit coupée. Un matin, en sortant, il avait trouvé les pneus de sa voiture crevés. Une note grossière était fixée sur le pare-brise. « Laisse tomber, sinon tu en subiras les conséquences ». Brewer connaissait les risques de la poursuite de la vérité, mais il ne s'était pas attendu à ce que les menaces escaladent aussi rapidement. Pourtant, il refusait de se laisser intimider. Il avait vu trop de vies détruites par les échecs systémiques qu'il affrontait désormais de plein fouet. Le visage de Ryan Hay hantait les pensées de Brewer. Ce jeune homme,
déterminé mais résigné à un sort qu'il n'avait pas mérité, symbolisait tout ce qui avait mal tourné. Pendant ce temps, le détective Lewis avait nié les allégations, affirmant que la motion de Brewer était une attaque sans fondement visant à ternir sa carrière. Ce n'est rien de plus qu'une vendetta, avait déclaré Lewis lors d'une interview télévisée, son ton poli contrastant fortement avec les preuves croissantes qui s'accumulaient contre lui. Brewer avait regardé cette interview depuis son salon, serrant la mâchoire de frustration. Les mensonges de Lewis étaient audacieux et calculés. Mais Brewer détenait quelque chose que Lewis ignorait, la vérité. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Daniel avait mis la main sur un élément de preuve essentiel. Des images de caméras de sécurité d'un parking près de la bijouterie, enregistrées le jour du vol. Ces images, qui n'avaient jamais été soumises au procès, montraient un homme correspondant à la description physique de Lewis, quittant les lieux avec un sac de sport. Le cœur de Brewer avait battu fort en visionnant la bande. Ce n'était pas seulement disculpatoire pour Ryan, c'était accablant pour Lewis. Les pièces du puzzle s'étaient mises en place. Le vol n'avait pas été un acte de violence aléatoire. Il avait été orchestré par Lewis lui-même. L'étape suivante était claire mais dangereuse. Brewer avait demandé une audience d'urgence pour présenter ses nouvelles preuves. La salle d'audience avait été empreinte d'une tension palpable lorsque les images avaient été diffusées sur un écran devant une galerie bondée. Des halètements s'étaient élevés dans la foule tandis que la vérité s'imposait. Cet homme, avait déclaré Brewer en désignant l'écran, est le même détective qui a mené l'enquête contre Ryan. Il a manipulé des preuves, contraint des témoins et piégé un innocent pour couvrir ses propres traces. Les réactions avaient été immédiates. Les journalistes s'étaient précipités pour immortaliser le moment, leur flash illuminant la salle comme des lumières stroboscopiques. Lewis, assis dans la galerie avec son avocat, était devenu pâle mais avait conservé un air provoquant. « Vous faites une erreur, Brewer », avait-il sifflé en étant escorté hors de la salle, menotté. « Vous ne savez pas ce que vous venez de déclencher. » La confrontation avait laissé Brewer secoué mais résolu. L'affaire était désormais entre les mains d'un tribunal supérieur, et la condamnation de Ryan Hay était en cours de réexamen. Pourtant, Brewer savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'une bataille bien plus vaste. Des semaines plus tard, Brewer s'était assis dans la même salle d'audience où Ryan Hay avait été condamné, mais cette fois, l'atmosphère était différente. La galerie était remplie de journalistes, de militants et de la famille de Ryan, tous attendant que le juge donne le nouveau procès pour rendre son verdict. Ryan, désormais plus âgé et visiblement marqué par son séjour en prison, était resté calme à la table de la défense. Malgré les preuves, sa posture était droite, son regard inébranlable. Brewer avait senti une boule dans sa gorge en regardant ce jeune homme, qui avait été au centre de cette tempête et avait tant enduré pour un crime qu'il n'avait pas commis. Les preuves que Brewer et Daniel avaient découvertes étaient irréfutables. Les images de surveillance falsifiées, les rapports extorqués, les témoignages manipulés. Tout cela révélait un réseau de corruption qui avait piégé Ryan et protégé les véritables criminels. Lorsque le juge-président avait annoncé la décision d'annuler la condamnation de Ryan, la salle avait éclaté en applaudissements et en larmes. Ryan s'était levé, les mains tremblantes, tandis que sa mère s'était précipitée pour l'embrasser. Pendant un instant, le temps s'était suspendu. Brewer, assis tranquillement au fond de la salle, s'était permis un rare sourire. La justice avait finalement triomphé, mais le chemin pour y parvenir avait été coûteux. Dans les jours qui avaient suivi, les retombées s'étaient multipliées. Le détective Lewis avait été inculpé pour ses actes criminels, et une enquête indépendante sur le département de police de Fresno avait révélé une culture de corruption qui avait persisté pendant des années sans contrôle. L'affaire avait déclenché des appels à une réforme nationale, le rôle de Brewer devenant un cri de ralliement pour davantage de responsabilités au sein du système judiciaire. Malgré les éloges, Brewer était resté introspectif. Il savait que cette victoire n'était qu'un fragment d'un puzzle bien plus vaste. Le système en lequel il avait autrefois placé sa confiance était profondément défaillant, mais il n'était pas irréparable. Et Brewer était déterminé à consacrer le reste de sa carrière à le réparer. Pour Ryan, cependant, le véritable voyage ne faisait que commencer. Libéré du poids d'une condamnation injustifiée, il avait juré de consacrer sa vie à aider ceux qui, comme lui, avaient été victimes d'injustice. Son histoire était devenue un phare d'espoir pour ceux qui croyaient en la résilience et en la quête de vérité. L'histoire de Ryan Hay et du juge Brewer restait un rappel puissant. La justice n'est pas infaillible. Elle exige vigilance, courage et une volonté d'affronter des vérités inconfortables. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.